Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Alain Mercier. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Alors, cette semaine, grande nouveauté, incroyable, Alain Mercier n'est pas derrière la technique, il est devant, au micro, avec moi. Salut Steph. Salut Alain, c'est pour parler de Warrior. Warrior, voilà. Ouais. Alors, un film de Gavin O'Connor, c'est ça ? Gavin O'Connor, si je dis pas de bêtises. De 2011. Voilà, sur lequel tu m'as plusieurs fois, t'es revenu pour me dire allez, vas-y, il faut qu'on fasse un épisode sur Warrior. Ce que j'avais pas vu jusque-là, étonnamment d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même l'histoire de deux frères qui se foutent sur la gueule dans une cage. Donc, normalement, en fait, avec un peu de sport à la Rocky, on va dire, j'aurais dû voir ce film-là, en fait, depuis un moment. Et du coup, je l'ai découvert pour les besoins de cet épisode, de ce podcast. Donc, j'imagine que le choix, en fait, d'abord, ça a été de faire ça parce que toi-même, tu es à la base très intéressé par ce sport. Ouais, je suis plutôt passionné par le MMA. Je suis ça depuis déjà 15 ans, enfin voilà. Et Warrior, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est le meilleur film un peu par défaut sur le sujet. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un film qui aborde le sujet avec une certaine honnêteté. De manière frontale. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique justement de ce sport-là, c'est que dans tous les films sportifs, en fait, en général, on parle de la boxe ou ce genre de choses. Là, en fait, souvent, dans les autres films, c'était plus des trucs qui étaient vus comme des tournois un peu interlopes. Donc, toi, je pense aux films comme Never Back Down, un truc comme il y avait Fighting aussi. Fighting, c'est plutôt sur le combat de rue, en fait. Oui, voilà. Mais c'est un peu la vision que les gens ont à la base de ce sport avant que ça devienne justement vraiment un phénomène à la fin des années 2000, quoi. C'est ça. Donc, c'est aussi, en fait, le film date de 2011, hein, mais il a été tourné en 2009. C'est avec Tom Hardy et avec, j'oublie le nom de... Joel Egerton. Merci, voilà, c'est ça. Et en fait, en gros, c'est un film qui est quand même un film avec une certaine tenue, en fait. Tu sens que c'est à la base, ça se veut être un drame, c'est pas un film de bourrin ou d'action comme les Never Back Down qui sont finalement des kickboxers ou des trucs comme ça, mais remis au goût du jour avec des acteurs de sexy dance ou je sais pas quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, sexy dance dans une cage, quoi. Voilà. Là, l'idée de Warrior, c'est effectivement de reprendre un peu des schémas d'histoire de personnages du MMA, parce que notamment pour pitcher le film rapidement. Pitch le film, s'il te plaît, à ton tour. Oh là là. Rapidement, donc on a Brendan Conlon qui est joué par Joel Egerton, qui est un prof de physique qui donc est prof le jour et combattant de MMA dans des endroits un peu douteux la nuit. Ouais. Et donc il fait ça pour pouvoir payer la traite de sa maison. Et de l'autre côté, on a Tom Hardy qui joue son frère, Tommy Riordan, qui a repris le nom de sa mère. Bon, ça c'est pour des histoires, voilà. Ouais. Et qui veut être entraîné par son père, avec qui il est en froid depuis une dizaine d'années. Et pour un tournoi de MMA. Voilà. Le frère qui est interprété par Nick Nolte, le père pardon, qui est interprété par Nick Nolte. Et qui est un ancien alcoolique, voilà, c'est un peu un enjeu dans le film quand même. C'est un peu un enjeu, ouais. C'est pas toujours bien traité, je pense. Bah, c'est étrange en fait, mais on va en parler de ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est avant qu'on parle vraiment de déconstruction en fait du scénar, parce que c'est vrai que autant le dire assez vite, moi, je n'ai pas été forcément convaincu par le film, comme de manière générale, je suis pas hyper convaincu en général par le cinéma de Gavin O'Connor. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'avais vu son polar en fait d'avant, Le Prix de la Loyauté, avec Edward Norton, si je dis pas de bêtises. Écrit par Joe Carnan. Voilà, écrit par Joe Carnan. Et c'était pas... Il y avait quelques trucs pas mal. Il y a notamment, je me rappelle d'une scène où il menace en fait de torturer un bébé avec un fer à repasser, qui était assez, tu te dis putain, assez violent, assez quoi. Noir, ouais. Assez noir et tout. Et rien que l'idée, en fait, si tu veux, parce que on n'a pas forcément ces idées-là, nous, tu vois. Donc en fait, quand tu regardes un film comme ça, où tu te dis putain, ils vont faire ça dans le film, tout de suite, c'est en stress, en fait. Rien qu'à l'idée qu'on te le montre. Il se trouve que dans le film, ils te le montreront pas, mais ils le font pas. Mais voilà, il y a 2-3 trucs comme ça, mais ça restait un polar un peu, comment dire, je trouve... un peu extérieur, on sentait qu'ils étaient un peu extérieurs au sujet, ça se voulait noir, ça se voulait dur, mais ça n'était pas tant que ça, quoi. Et je trouve que j'ai un peu cette problématique-là sur Warrior aussi, mais on va en parler plus tard. Moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est que voilà, tu partais du point que justement, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe dans ce truc-là, c'est que les deux frères vont finir par participer au même tournoi, se retrouver en fait à se battre.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans cet univers-là du MMA. Donc, du coup, ça s'inspire de beaucoup de personnages qui existent déjà. C'est Et ça. ça, c'est peut-être qui est intéressant, parce qu'il donne une certaine véracité, on va dire. Bah déjà, pour commencer, Brendan Conlon, donc le personnage de Joel Egerton, il est directement inspiré par un ancien champion de MMA qui s'appelle Rich Franklin, qui était champion de l'UFC en catégorie poids moyen et qui lui-même était déjà prof de maths. Donc voilà, c'est un ancien prof de maths qui est devenu champion UFC. De la même manière, on voit Tom Hardy, donc Tommy, qui dans une salle de sport boxe un contender, un combattant professionnel. Il le ramasse. Il l'étale la tête entre les cordes et le mec il finit dans les cordes, etc. Comme pareil dans un combat de MMA. Et en fait, il y a toute une espèce de mise en place en fait, de petits éléments qui ont fait l'histoire de l'UFC notamment et du MMA en général, qui servent à nourrir le film. Donc je pense notamment au personnage du russe, le combattant russe Koba, qui est directement inspiré de Fedor Emelianenko, qui est un grand champion poids lourd, etc., qui est réputé pour être assez taciturne et froid dans le ring. Et le personnage donc joué aussi par un lutteur champion olympique qui s'appelle Kurt Angle, reprend un peu cette idée-là. Hein. Il est là, c'est une espèce de monstre, une bête dans la cage. Enfin voilà, pour reprendre un peu toute cette imagerie de violence en fait qui est propre à l'UFC, au MMA en général. Donc on reste encore un peu là-dedans. Pareil, l'entraîneur qui est joué par Frank Grillo, il est inspiré par un grand entraîneur qui s'appelle Greg Jackson, qui a une pelletée de champion. De la musique classique pour rythmer les combats et le jeu des combats. Voilà, et puis même le calme intérieur des combattants, quoi. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs un aspect dans le film qui est pas, qui moi à mon sens en fait manque un peu. C'est vaguement évoqué par des textes, par des dialogues. Suggéré par la musique, donc on pense à l'hymne à la joie, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est étonnant, je pense, après ça c'est pareil, c'est un autre truc. C'est pas un film d'action, hein, Warrior, mais par contre, ça s'adresse, je pense, aux fans de films d'action, d'une certaine manière. C'est pour ça aussi qu'on en parle. Hein. C'est-à-dire que je pense que de la même manière que les gens qui aiment Rambo font forcément aller voir Rocky parce que c'est le même comédien. Là, il se trouve que il y a Tom Hardy, mais qui a fait quand même quelques films d'action, mine de rien, dont Mad Max Fury Road, évidemment, mais pas que. Mais c'est pas seulement ça l'idée, c'est que je pense qu'en fait, si tu veux, c'est le premier public qui va voir ce genre de film. Parce que c'est un film. Éventuellement, il y a les fans de MMA qui vont regarder ça pour ces raisons-là, bien mais entendu. en fait, autant regarder des matchs. Voilà. Et donc, il y aura pas beaucoup plus. Ils auront même, à mon avis, des matchs moins intéressants dans le film que dans les vrais trucs. Clairement. S'ils sont fans de MMA, c'est ça la problématique. Donc, à mon avis, ça s'adresse d'abord aux fans de films d'action. Donc, du coup, faire un film comme Warrior, utiliser la musique de l'hymne à la joie de Beethoven, en fait, et même 25 ans après Die Hard ou 30 ans après Die Hard, c'est quand même, je trouve étrange comme logique, tu vois, parce que forcément, en fait, ça teinte le film. Non pas que l'hymne à la joie n'existait pas avant Die Hard, évidemment, hein, mais je parle vraiment pour ce public spécifique. Hein. Donc le choix, je trouve le choix étrange. Je trouve que ça ne sert pas trop effectivement le truc. Et puis effectivement, après, il n'y a pas de mise en scène autour de ça. Mais ça, c'est encore une autre problématique du film, je trouve. D'un autre côté aussi, la volonté du réalisateur, c'était clairement d'essayer de bâtir le Rocky du MMA. C'est-à-dire, on voit rien que le titre posé, c'est le même lettrage que Rocky. On a donc rien que dans l'histoire, c'est deux underdogs, hein, les deux frangins. Ils sont pas du tout du milieu. Enfin, il y en a un qui est plutôt dans l'underground. Qui est pas du tout classé, et l'autre qui sort de nulle part. Et on a des conflits conjugaux, un conflit conjugal un peu à la Rocky 4, et le combattant russe dont je parlais. Dans Rocky 2 qu'elle veut pas qu'ils se battent. Ouais. Mais dans Rocky 4 qu'elle le rejoint à la fin. Dans Rocky 4, elle le rejoint à la fin. Elle le rejoint en Russie, mais dans Rocky 2, en fait, à la base, elle ne veut pas qu'ils se battent parce qu'elle a peur justement qu'ils deviennent, trépanés, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'elle tombe dans le coma, et en fait, c'est quand elle ressort du coma, lui, en fait, n'arrive pas à s'entraîner, et quand elle se relève du coma, en fait, elle lui dit de se battre. Et je reparle encore du personnage de Koba, donc, qui est aussi inspiré d'Ivan Drago, qui curieusement en 2011 porte des shorts avec le drapeau de l'URSS. Et c'était clairement une référence à ça. De la même manière, on a aussi une autre chose, un autre détail en fait qui a fait aussi la réputation du MMA sur Internet, c'était les combats de rue.
Il y a un champion qui s'appelle... enfin, non, c'était pas un champion, mais un ancien combattant qui s'appelle Kimbo Slice, qui a disparu il y a quelques années. Ouais, il est mort. Ouais. Qui lui, en fait, était réputé pour être une grosse barrique qui cogne dans des combats, dans des jardins, des combats de rue comme ça. Et de la même manière, en fait, on voit avec la vidéo du KO de Tommy dans la salle de gym qui fait le tour du web et qui crée, en fait, un effet de buzz, en fait, sur le personnage. Ça, c'est pareil, c'est des logiques qui sont reprises là. Ça, c'est ce qui est arrivé à Kimbo Slice. Bah, voilà, c'est Kimbo Slice s'est fait repérer parce que ses vidéos tournaient aussi sur internet. Tout le monde, le mec était hyper massif. Hein, en plus, il a un vrai charisme en fait. Kimbo, il a une gueule en fait que tu reconnais quoi. Toi, tout de suite, tu reconnais tellement d'ailleurs que moi, je me rappelle de lui il y avait un film avec Michael J. White dans lequel il se fait éclater là, qui était je sais plus quoi, une Bones là. Enfin, je vais retrouver le titre. J'ai perdu aussi. Je vais retrouver le titre parce qu'en fait, tu m'as pris de court là-dessus. Mais aussi. Je sais pas si tu te souviens de ça, est-ce que toi je sais que tu joues aussi, il apparaissait dans GTA 4, mais alors dans le DLC Lost and Damned, ou alors Lost and Damned ou Ghettoni, Ballad of Ghettoni, je sais plus, l'un des deux, mais je crois que c'est dans Lost and Damned parce que tu as des combats de MMA cachés en fait, si tu veux, c'est pareil, des combats de rue. Et t'avais Kimbo Slice, il avait sa gueule en fait avec sa barbe et tout, sa tronche, comment dire, très identifié, très charismatique. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Et du coup, c'était comment dire. Enfin, moi, je l'ai identifié comme ça. Je savais même pas, si tu veux, qu'il s'était fait, comment dire, une répute sur Internet, sur YouTube et tout ça avec ces trucs quoi. Ouais, c'est des vidéos qui ont tourné. Après, bon, il a une carrière professionnelle, bon, qui était pas aussi brillante que ça, parce qu'après, voilà, on rentre dans le monde professionnel, c'est encore autre chose. Ouais, c'est pas forcément comment dire, c'est un vrai cogneur. C'est ça. De rue, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a une technique, quoi. C'est ça, ni une technique, ni une tactique. Et après, voilà, dans cette volonté aussi ils sont allés assez loin dans cette idée de chercher à coller au MMA, parce que tu as carrément, en coproducteur, tu as les fondateurs de la marque Tap Out, c'est un équipementier de MMA qui a aussi fait une société de production qui produit des émissions télé et qui se sont associés en fait à Gavin O'Connor pour produire le film. D'ailleurs, lui-même joue le rôle du fondateur. De l'organisateur. Voilà, c'est ça. Une sorte de Dana White. Ouais, c'est ça. Alors le film, pardon, avec Kimbo Slice et Michael J. White, c'était Blood and Bone. Blood and Bone, c'est plutôt. Moi, j'avais trouvé ça plutôt sympathique. Je ne l'ai pas vu. Pour un truc de bourrin, tu vois, mais ça passait quoi. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet en fait de ce que le film pour moi, c'est pas un mauvais film, hein, c'est un film tout à fait regardable dans l'absolu, mais je trouve qu'il en fait a les mêmes problématiques que ce que j'avançais sur comment dire sur le prix de la loyauté. C'est vraiment cette espèce de malgré la volonté en fait de faire quelque chose d'habité, un espèce de regard toujours un peu extérieur, parce que je trouve qu'en fait même si c'est pas des films qui sont laids visuellement ou quoi que ce soit, hein, c'est pas des films voilà, ça reste relativement soigné. Il n'y a pas de mise en scène impliquante, je trouve, en fait, dans le récit. Là, la problématique, c'est que tu l'as dit, il y a comment dire une volonté en fait d'en faire le Rocky du MMA, ce qui peut être louable, si ce n'est qu'en fait la boxe et le MMA, c'est quand même deux sports différents. Alors moi, j'y connais rien, hein, voilà, mais je regarde vraiment ça en termes dramaturgiques, tu vois. Dans la problématique de Warrior, qui dure quand même 2h20, et qui aurait mérité en fait qu'on retire une bonne demi-heure, parce que je pense que tu as beaucoup de choses qui pouvaient... Voilà. Tu as la volonté, en fait, si tu veux, d'utiliser des codes. Tu l'as dit déjà, en fait, si tu veux, vis-à-vis de certains personnages, vis-à-vis de certaines tournures du récit, mais tu as aussi la volonté d'utiliser des codes en fait, qui sont liés à Rocky, en fait, qui en tout cas été énormément popularisé par Rocky. Il y a notamment le montage, le training montage. Donc tu as un training montage dans le film qui, moi, je trouve en fait est assez ringard finalement, et en tout cas, il n'a certainement pas la force de celui d'un Rocky, c'est-à-dire l'idée de limite de te donner envie de te mettre au sport, lever le matin et de faire d'aller courir. Alors que moi, je suis pas du tout ce que je fais, quoi. mais il y a comment dire avec des espèces de split screen en fait, qui, moi, je trouve finalement sont pas très. Moi, franchement, en regardant cette scène, je me disais, mais qui est quelqu'un qui on va dire a un sens esthétique, qui essaye de créer quelque chose, en fait accepterait, et là je parle pas que de split screen, hein, tu vois, de dézoomer ces images en fait pour voilà, tu les vois, faire glisser, ouais, etc. voilà, en fait ça existe, hein, le split screen au cinéma, mais en général c'est très esthétique, ça sert quelque chose en fait, si tu veux, quand De Palma le fait, y compris par exemple Yann Kounen dans Doberman, quand ils utilisent ce genre d'effets là, c'est des effets très spécifiques, très volontaires, et tu sens que les plans concernés
en fait, sont pensés pour rentrer dans split screen. Alors que là, t'as juste, en fait, on se démerdera en montage. T'as l'impression que c'était ça la logique, quoi. Bah, c'est ça le problème. Voilà. Et en fait, du coup, ça, c'est le premier truc qui fonctionne pas. Ça, c'est l'idée du monteur, même d'ailleurs. Je te d'accord. coupe là-dessus. C'est le monteur, en fait, c'est John Gilroy qui a monté Narc de Joe Carnahan, encore une fois. Il y a beaucoup de croisements, en fait, entre l'univers de Carnahan et de Gavin O'Connor, bref, surtout sur l'équipe technique, bref. Et en fait, donc, je crois que c'est dans le commentaire audio du film, il y a Gavin O'Connor qui est avec son monteur John Gilroy, qui expliquait que lui, justement, il avait un peu du mal à articuler cette transition entre le fait qu'il se passe d'amateur à combattant professionnel, et il cherchait un peu quelque chose, et John Gilroy est venu en fait en disant bah tiens, on va essayer le split screen, je l'ai déjà fait sur Narc, ça a plutôt bien marché, et il est venu avec cette idée là. Moi j'ai le même problème que toi avec cette séquence, c'est qu'elle elle expédie un peu justement le côté on passe de rien à champion en fait. Et c'est quelque chose qui manque, c'est quelque chose qu'on voit dans Rocky. C'est-à-dire, il commence à avoir... Et en fait, elle l'expédie parce qu'il y a justement un des gars qui est... Parce que c'est aussi ça le truc, c'est que Rocky, il s'entraîne tout seul. C'est ça. Alors, même sur son entraîneur, mais là, en l'occurrence, c'est pas forcément réaliste, on va dire. Dans le cadre de Rocky, c'est pas ça la question. La question, c'est que il y a un seul combattant, alors qu'en fait, lui, il a une écurie, en fait, le personnage de Frank Grillo, dont fait partie le personnage d'Egerton. Mais dans ce truc, ce qui est expédié, effectivement, c'est qu'il y en a un qui se claque le genou ou je sais pas quoi, et en fait, en gros, il peut plus combattre. C'est ça. Donc d'un seul coup, l'autre arrive derrière, il fait est-ce que tu me foutrais un petit peu dans la boucle pour que j'aille faire ce championnat, j'ai besoin de la thune, en gros, quoi. Ce qui est une motivation comme une autre. Hein. Là, il a quand même sa maison qui voilà, c'est ça. Mais mais ce qui est problématique, c'est qu'en fait, il sait quand même qu'il y a son frère qui combat là-dedans, et c'est jamais amené. Il y a tout un tas de problématiques comme ça. Mais indépendamment de ça, je trouve en fait il n'y a pas le peps, quoi. Il n'y a pas l'envie, c'est-à-dire en fait de ce qui est au moins la qualité première de Rocky, quoi. Et bon, ça m'étonne absolument pas que ce soit une idée du monteur et que ça soit pas pensé à la base sur le plateau. Mais ce que j'allais dire, c'est que ici il y a cette autre problématique en fait qui est liée au MMA. Et moi, dans le sport en soi, c'est une chose, mais le MMA, on sait que c'est brutal. C'est-à-dire que c'est même en fait, alors je sais pas si c'est la raison spectaculaire. Ouais. Oui, mais je sais pas si c'est la raison. Comment dire, pour laquelle ça a été interdit en France pendant longtemps, jusqu'à début 2020 en fait, en gros, où c'est là où là ça a été un peu c'est légalisé depuis cette année. Légalisé, voilà. Je sais pas si c'est ça la raison exacte, mais on sait qu'il y a des combats qui peuvent se tenir, et d'ailleurs le film le montre, tu vois, en un coup. C'est-à-dire un KO direct, c'est réglé, et en fait le combat est terminé, quoi. Donc ce qui se passe en fait, c'est que les exhibitions de cet ordre-là, c'est pas comme un match de boxe en fait où il y a un match de boxe le soir et en fait on part, et en fait là d'un seul coup en termes dramaturgiques tu peux tourner autour de tous les rounds qu'il y a, tous ces trucs là, etc. Parce que le combat est pensé différemment, c'est-à-dire que la pratique est différente. Là dans le MMA, il y a en général quand tu as une exhibition à Las Vegas, ce genre de choses, etc. Là les gars ils sont à Atlantic City à la fin, c'est plusieurs combats d'affilée, c'est-à-dire dans la même soirée, et du coup il y a un tas de combattants qui défilent, et en fait il faut les éclater pour arriver au top, quoi. Donc du coup en termes dramaturgiques, en termes de le problème, c'est qu'en fait là il y a plus de montage. D'un seul coup en fait tu as 40 minutes, c'est 40 minutes, on voit le personnage de, comment il s'appelle, alors c'est sur 2-3 soirs, hein, mais en fait t'as le personnage de Tom Hardy qui en éclate quelques-uns, le personnage d'Egerton qui galère mais qui en éclate quand même quelques-uns, pour qu'au final en fait ils se rejoignent pour se foutre sur la gueule, quoi, et régler une problématique qui date familiale qui date de X temps, quoi. Et en gros leurs problématiques à l'adolescence, on comprend qu'ils sont pas du tout qu'ils sont en froid eux aussi, mais en fait on sait pas. On le découvre qu'une fois qu'ils sont à Atlantic City. Ouais, voilà. Et en plus, c'est assez léger, en fait, mine de rien, parce que c'est pas habité, encore une fois. C'est-à-dire que, en gros, tu sens que, en fait, dans cette scène, tu le découvres parce qu'ils sont sur la plage, ils sont en train de s'en parler. C'est la seule fois où ils vont vraiment avoir une conversation. Et cette conversation, elle se veut ultra cinématographique parce qu'il va te filmer ça sur la plage avec la vue d'Atlantic City derrière, etc., etc. Mais du coup, en fait, c'est exactement à ce moment-là où tu aurais envie de dire, mais en fait, il faut qu'elle soit intimiste, cette conversation. Et c'est là où c'est problématique. Même problème, je trouve, avec l'arc narratif du personnage de Nick Nolte. C'est un ancien alcoolique qui répète à chaque fois, en fait, dès que c'est possible, j'ai 1000 jours de sobriété. C'est un exploit, en fait, pour quelqu'un comme lui, et c'est un exploit pour un addict, en fait, pour un alcoolique. Le personnage de Tom Hardy le pousse à reboire
et c'est expédié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est traité, on le voit, il y a une scène où il se bourre la gueule, mais en fait, c'est un enjeu énorme en fait, pour quelqu'un qui justement a réussi à arrêter de boire pendant que normalement, il retombe dedans, quoi. Et sauf que ça, c'est plus jamais retraité derrière. C'est plus, tu vois, pour les besoins du récit. Et c'est là où, en fait, sur un film de 2h20, tu te dis, c'est quand même dommage que vous preniez pas le temps, en fait, de gérer ces vraies problématiques intimistes, les créer, les travailler, surtout avec des acteurs de qualité quand même. Je veux dire, le trio d'acteurs, Nick Nolte, Tom Hardy et Edgerton, c'est des bons acteurs, quoi. C'est, voilà. Sauf que du coup, je trouve que le personnage d'Hardy, alors, tu vas peut-être peut-être, je sais pas, toi, t'aimes bien le film, mais sans... J'aime bien le film, mais après, il est brinque-ballant, et ça, je le reconnais. C'est-à-dire que là, ce que tu dis sur Nick Nolte, c'est assez intéressant, parce que le personnage de Paddy Conlon, il a été écrit pour Nick Nolte. C'est-à-dire que Nick Nolte, en fait, il habite la même rue que Gavin O'Connor. Et Gavin O'Connor, il écrivait donc avec son scénariste Anthony Tambakis, ils écrivaient Warrior, et régulièrement, en fait, il descendait voir Nick Nolte pour lui faire lire des pages, il lui demandait ce qu'il en pensait, etc. Donc il y avait vraiment tout un travail avec Nick Nolte là-dessus. Et bizarrement, effectivement, quand on regarde le film, on n'a pas l'impression que Nick Nolte, c'est l'entraîneur de Tommy. Déjà, dès l'ouverture du film, il sort d'une église, donc tu te dis, tiens, le mec, moi, pour avoir revu le film plusieurs fois, parce que j'ai dû le voir trois fois en tout, les fois où je l'ai revu, à chaque fois que je vois la scène d'ouverture, la première scène, c'est Nick Nolte qui sort de l'église. On se dit, tiens, oui, donc il est alcoolique, il va à l'église, il essaye un peu de racheter ses péchés, parce qu'on apprend plus tard qu'il était alcoolique et violent. Donc c'est pour ça que la mère, là, on spoil un petit peu. Ouais, bon, la mère l'a quitté avec on le sait dès le Tommy, début, voilà. C'est une conversation qu'ils ont. Oui, c'est quand Tommy arrive à la maison. Ouais. Et donc on voit ça, on voit Nick Nolte, donc il y a des choses qui sont posées sur son alcoolisme. Il écoute Moby Dick en cassette pour ce qu'il se compare un peu au Capitaine Ahab, donc il essaye un peu de chercher sa rédemption là-dedans. Et en fait, il accepte d'entraîner son fils. On sent, il y a une scène que je trouve assez sympathique où ils se retrouvent tous les deux au dîner et donc Tommy demande à ce qu'il soit son entraîneur, et l'autre tout de suite il réagit comme un entraîneur, il lui dit bon, déjà tes cachets tu vas me les virer. Sauf que ça n'existe plus après. Et après c'est ça, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le seul souvenir moi après qui me reste de leur entraînement, c'est juste Nick Nolte qui débarque le matin, qui lui apporte le café, l'autre se réveille, l'envoie chier et puis il repart, quoi. Et tout le reste, j'ai pas besoin que tu viennes m'entraîner, limite, en fait. Ouais, c'était et là, ça. tu te dis mais c'est pas cohérent, en fait. J'ai pas besoin que tu viennes me chercher, me lever, je peux me lever. Mais en fait, de toute façon, t'as beaucoup de tournures de récits comme ça. Il y a un point, moi je trouve, qui est pas hyper important dans le film, et pourtant ils t'en font un petit truc autour de ça, c'est qu'en fait c'est un déserteur. Oui. Et du coup, t'as l'impression que c'est mis là. Je trouve que le personnage de Tom Hardy est un personnage extrêmement antipathique. C'est-à-dire que et j'ai pas trop de problème avec cette idée-là. Si dans le fait que le personnage puisse se comporter comme un con, ce qu'il fait clairement, tu lui donnes en fait des petites raisons à ce comportement-là. C'est-à-dire qu'en fait tu lui donnes en fait des petits trucs que seul le spectateur sait. C'est-à-dire qu'il se comporte comme un con avec tous les autres, mais au spectateur tu lui donnes en fait ces petites bribes d'informations qui fait ouais, mais en fait je suis de son côté. Tu vois ce que je veux dire, ça peut fonctionner. Là le problème c'est que le film ne le fait pas, ou quand il essaye de le faire c'est un espèce de gros truc. Quand il essaye de le faire c'est un espèce de gros truc sur comment t'appelles ça, le fait qu'il aurait sauvé des membres de son escouade en Irak, tu veux, quand quand il a essayé de déserter, il est tombé sur eux, et en fait voilà. Et il a vaguement aussi, il essaye de faire, en fait il fait tout ça pour... Il veut gagner les 5 millions du tournoi de MMA. Pour mettre la femme de son meilleur ami, son frère d'armes en fait à l'abri. Mais ça c'est pareil, c'est des structures en fait où tu te dis pourquoi pas, tu vois, mais en fait c'est pas du tout habité, c'est pas du tout intégré, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est juste là pour te justifier certains trucs, c'est-à-dire justifier le comportement de connard, justifier que Messi, regarde, c'est quand même un personnage, il faut que tu t'attaches à lui parce qu'il a un passif de héros, il est hors la loi, c'est-à-dire que en fait la police est censée venir le chercher à la fin du tournoi. Pourquoi à la fin du tournoi? Ils savent vous le trouver, ils peuvent l'arrêter tout de suite. C'est ça. C'est que des trucs comme ça. Que ça en fait. Voilà, en fait, c'est que des trucs comme ça qui sont en fait. Il n'y a pas de jeu de suspense, il n'y a pas de jeu dramaturgique sur ces trucs-là. Il y a cette notion-là. Et alors, le plus gros problème pour moi, c'est vraiment cette notion où en fait, on va te mettre. Parce que pour moi, avant de voir le film, alors c'est peut-être pas de la faute de Gavin O'Connor, ça, mais avant de voir le film, ce qui était vendu, c'était attention, ces deux frères. Abel et Caïn, qui vont se foutre, voilà, c'est ça, ils vont se foutre sur la gueule
dans un match de MMA. Donc en fait, le drame, tu imagines tout de suite l'aspect dramatique ultra puissant et tout. Et en fait, à la fin, c'est pour moi, hein, on est plus dans le pathos que dans la véritable émotion, quoi. Donc du coup, tu sors du film en te disant bon, c'est pas un mauvais film en soi, si tu veux, c'est difficile de dire que c'est un mauvais film, quoi. Non. Mais c'est pas un film très intéressant au final, voilà, si ce n'est que sa vraie spécificité, c'est effectivement, c'est un des très rares films qui traite avec sa toile de fond du MMA et qui essaye en fait de jouer avec cette histoire-là, voilà. Mais je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire en fait avec ce sujet-là, même si dramaturgiquement parlant, encore une fois, le principe du MMA, à mon sens, pousse, comment dire, en fait, à justement se poser des questions de comment tu vas monter les combats plutôt d'avoir des répétitions de combats, des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Et surtout, pour te rejoindre là-dessus, moi, ce qui me manque, en fait, c'est qu'on te montre, en fait, comment dire, la science du MMA, en quoi ce sport est intelligent ou peut être intéressant à suivre au-delà du simple aspect spectaculaire. C'est-à-dire, quand tu regardes Rocky, il y a un enjeu quand il combat Apollo Creed dans le premier, c'est-à-dire il doit tenir au moins 10 rounds. Il le formule à Adrian et on voit Rocky qui combat, qui résiste au chaos, qui tient debout, etc. Donc le spectateur lambda, il a un point d'ancrage avec la boxe. Il se dit ok, il y a 10 rounds, faut que le mec y tienne et s'il fait ça déjà c'est un exploit. Ok. Quand tu regardes, je vais prendre un autre exemple. Quand tu regardes À la poursuite d'Octobre Rouge, moi j'y connais rien en stratégie de sous-marin, en déplacement, etc. On me donne juste une pièce, c'est-à-dire la manœuvre d'Ivan le Fou, on me la montre, ok, c'est bon. Donc maintenant, je comprends un peu mieux ce qui se passe, je comprends un peu mieux les enjeux parce que la mise en scène... C'est une stratégie d'échec en fait, c'est ça. De jeu d'échecs. Et là en fait, on te donne rien, on te vend alors on te donne en filigrane cette idée de musicalité où en gros l'idée ce serait, alors pour vous l'expliquer rapidement, c'est que chaque combattant a un rythme dans sa tête. C'est-à-dire, quand tu as ton jeu de jambes, c'est comme si tu écoutais une musique. Et comme en boxe, et la stratégie, en fait, pour l'adversaire, c'est de trouver la musique du combattant adverse pour casser son rythme et ensuite le déstabiliser et prendre l'ascendant. Moi, je vois pas ça dans le film. Je vois des combats. C'est un film qui est filmé à 95% à la caméra à l'épaule. Où on est ouais, et puis en fait, je pense cage, qu'en fait, je pense que c'est exactement la problématique qu'on disait sur le comment dire. Sur le montage, en fait, sur le training montage. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il a 5 caméras autour de la cage, 2 dedans, et puis voilà. En fait, il shoot, enfin, peut-être pas 5 caméras, j'exagère, mais. Il n'avait pas le budget. Ouais, voilà, mais en tout cas, il a oui, parce que Tom Hardy, c'est une star maintenant, mais à l'époque où il a fait le film, ça n'en était pas forcément une à ce point-là. C'était quelqu'un qui commençait à vraiment monter. Il n'avait même pas encore fait le film qu'il a un petit peu révélé, même si, bon, enfin, lui, il était très bien dedans, mais le film, c'est une catastrophe, à mon sens. Hein, c'est Bronson, de Nicolas Winding Refn. Mais en tout cas, c'est clairement le film qui lui a donné une aura, qui lui a permis d'avoir... des films comme Mad Max derrière et tout, quoi. Voilà, on est habitué à ce jeu un peu exagéré, un peu poussif de Tom Hardy, mais là c'est vrai que dans son personnage de Tommy, il est exécrable, c'est un connard fini de bout en bout, et même à la fin, quand il se réconcilie avec son père, bon, c'est pas vraiment suffisant. Non, en fait, même avec le truc, si tu veux, c'est que en fait, tout ça fonctionnerait. Moi, je pense que ça pourrait fonctionner, encore une fois, si, bon, je te disais, il y avait ça, cette notion de donner un accès à quelque chose qui le rend comme ça, pour que le spectateur le comprenne. C'est-à-dire, à défaut de l'apprécier, il le comprend, et quand tu le comprends, tu l'apprécies un peu plus. C'est ça aussi la logique, quoi. Alors que... mais c'est pareil, c'est sa relation avec son frère. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin, alors, je spoil, hein, l'issue du combat, c'est l'un qui dit à l'autre « je t'aime ». Et en fait, ça s'arrête là. En fait, parce qu'il y a cette notion qui est, pour le coup, un petit peu mise en avant dans les règles du MMA, c'est que quand tu te fais soumettre, t'as celui qui va tenir le coup, et c'est ce que fait le personnage d'Eddie Orton, c'est-à-dire qu'en fait il se fait soumettre très régulièrement, mais par contre il tient le coup, donc en fait c'est ce qui lui permet d'avancer. C'est qu'il n'a pas une technique de combattant, comment dire, en tout cas de ring, tu vois, à proprement parler, d'octogone, quoi. Mais par contre il a une, comme Rocky, une volonté de tenir, ce qui fait que en fait quand même des grands combattants finissent par comment dire, abandonner, c'est-à-dire le combat, c'est-à-dire tapoter pour dire voilà, I'm out, tu vois, je suis dehors, tu vois. Lui ne le fait pas. Et en fait, du coup, c'est ce qui est dans le truc final, c'est ce qui permet de régler la situation du combat entre les deux frères. S'il y en a un qui dit je t'aime à l'autre, je vous laisse voir
qui que quoi, mais en fait, et l'autre abandonne, parce qu'il fallait à un moment donné se poser la question de, effectivement, dramaturgiquement parlant, lequel des deux allait gagner. Allait lâcher. Voilà. Et justement, maintenant, pour défendre un peu le film, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est le personnage de Joel Edgerton, qui est plutôt bon dans ce rôle-là, qui brille un peu par son humanité. Moi, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le regard. Je trouve qu'il a un regard assez puissant. Et pour ça. Et en fait, justement, c'est un personnage qui, je trouve, est un peu dans la limite des clichés de l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, on avait des films qui nous vendaient à tout va la crise économique, des gens qui perdent leur maison, etc. Ouais, c'était juste après 2008, effectivement. Voilà. Ouais. Et on avait beaucoup des films qui, artificiellement, je pense notamment à Take Shelter de Jeff Nichols, qui te vend tout un passage là-dessus, alors que le film pouvait très bien s'en passer. Ça parle complètement d'autre chose. Là, par exemple, moi, quand 10 ans après, je revois Warrior et que je revois la scène où Brendan est à la banque et discute justement de sa traite financière, etc. Le truc est vendu parce que n'importe qui peut avoir ce genre de problème. C'est quelque chose qui fonctionne encore. Quand je vois son conflit avec sa femme, où justement il lui cache qu'il fait des combats clandestins, il cache ça aussi à son employeur, donc un lycée, le directeur de son lycée. Tout ça, en fait, c'est des choses qui fonctionnent un peu, parfois peut-être un peu trop surlignées, mais c'est des choses qui tiennent à peu près. J'ai deux trucs en fait où je comprends l'histoire. pas trop pourquoi sa femme elle accepte, si tu veux, au bout d'un moment, et qu'elle a pas compris qu'en fait le mec était parti pour faire des combats. Et le deuxième point, c'est que alors pour le coup, tout ce qui est lié, et pas seulement, j'ai envie de dire, à son directeur d'école, mais aussi à tous les élèves, c'est en trop pour moi. C'est-à-dire que vraiment, en gros, tous les élèves qui veulent monter une charité en fait pour lui permettre de sauver les traites de sa maison ou je sais pas quoi, c'est un truc vu que ça n'a aucune incidence narrative en plus, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais taillé dedans. Alors après je comprends que ça peut créer on va dire de l'empathie pour le coup pour le personnage si tu veux par défaut, c'est-à-dire par travers les personnages et ce qu'ils lui renvoient, mais c'est pareil, moi je trouve ça un peu artificiel. C'est pas habile, mais c'est quelque chose qui permet un peu de faire tenir le personnage, ce qu'on n'a pas du tout en fait dans le rapport entre Tommy et son père, quoi. C'est que il y a rien du tout, c'est Tommy s'entraîne tout seul à la salle. On voit jamais. En plus, c'est un film qui se veut être un récit derrière. assez direct, assez immédiat, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est vraiment, en fait, on va c'est d'un point A, le mec, c'est le retour du fils non prodige, en l'occurrence, si tu veux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans leur vie ? Et en fait, ça se termine sur ce tournoi, quoi. Et c'est d'autant plus dommage, en fait, parce que le Gavin O'Connor, lui, à la base, il voulait pas faire ça sur le MMA. Il voulait faire ça, je crois, sur la boxe ou sur un autre sport. Il avait déjà réalisé un film sur le sport qui était Miracle, son premier film avec Kurt Russell. Je crois que c'est pas sorti en France. C'est sorti en vidéo. Et d'ailleurs, il vient de ressortir un nouveau film qui n'est pas sorti en salle à cause du Covid et qui est sur les plateformes, qui s'appelle The Way Back avec alors c'est sorti aux salles aux États-Unis, mais c'est resté très peu de temps et en fait ça a été balancé directement. C'est ça. Et avec Ben Affleck. Et en fait, Gavin O'Connor, à la base, l'idée de son film, c'était de raconter ce que lui a vécu parce que lui-même a été séparé de son frère. Et en fait, il voulait traiter ce sujet-là. Et il a trouvé que le MMA était une bonne opportunité. Enfin, je pense pas qu'il le voyait vraiment comme une opportunité de manière mauvaise, mais juste c'était un sujet qui n'avait pas été traité au cinéma, en tout cas de manière à peu près correcte. Il voulait se lancer là-dedans, et oui, c'est un peu le problème, quoi. C'est qu'il avait envie de raconter une histoire de frères qui se séparent et qui se retrouvent, et au final, ça prend pas tout à fait. Et une dernière chose, l'un des problèmes que tu pointais sur la scène de la plage, Gavin O'Connor reconnaît lui-même dans le commentaire audio que cette scène ne fonctionne pas. C'est-à-dire que lui-même, il s'explique en disant que c'est une scène qu'il a trop donné à jouer pour le casting, et qu'une fois sur le plateau, il savait plus trop comment les gérer, comment dépasser en fait, comment aller plus loin dans la scène, etc. Il était un peu à court de solutions. Et moi, c'est vrai que cette scène-là, sans refaire le film, si tu veux, le problème c'est que moi, je pense que cette scène aurait dû se passer dans un diner. C'est-à-dire ça aurait dû être un truc où ils sont gênés presque de se gueuler dessus en fait, mais qu'en fait ça dépasse les problématiques et que tu vois que les gens autour d'eux en fait se disent qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent foutre le bordel, qui gueulent entre eux, tu vois, alors que là ils sont sur la plage, il y a personne pour les si tu veux,
cette problématique, en fait, si tu veux, elle n'est pas, dramatiquement parlant, elle n'est pas habitée. C'est-à-dire que c'est vraiment deux frères qui se gueulent dessus et je te filme le décor en large, tu vois, pour te montrer que ça se passe à Atlantic City, mais on s'en fout. Ça pourrait se passer n'importe où aux États-Unis. La problématique, c'est ce La qui problématique, concerne elle les reste deux. la même. Ouais. C'est les personnages, c'est ces personnages-là. Et ce que nous, en fait, en tant que spectateurs, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et pourquoi ils sont à ce point. On a compris que la mère est morte, on a compris que le père était comment t'appelles ça, un violent. Ouais. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'en dehors de ça, entre deux, on sait pas. Et moi, je t'avoue, en fait, comme je ne le ressens pas, je sais pas plus. En fait, entre deux, en fait, c'est film, Tom Hardy qui lâche le truc, c'est-à-dire qu'il reproche à son grand frère donc de pas l'avoir suivi, d'être parti avec sa meuf. Et le problème, moi, ce que j'ai envie de pointer, c'est que je pense que c'était une scène aussi qui aurait pu permettre un peu de noircir le personnage de Joel Edgerton. C'est-à-dire que lui, en même temps, qu'il assume aussi un peu d'être parti et ses raisons pour lesquelles il avait envie de partir, parce que c'est complètement humain aussi. Hein. On est jeune adolescent, on a une famille qui est dysfonctionnelle et on a juste envie de se barrer. Enfin voilà. Non, mais je pense que t'as raison, mais bon, c'est vrai que voilà, le truc, c'est que d'un côté, il y a pas un équilibre entre les deux. Ouais. C'est-à-dire que t'en as un qui est beaucoup trop cool, beaucoup trop genre, bah ouais, lui, je le comprends, c'est le Handsome, prolo, il est sympa. Ouais, voilà. Et l'autre, c'est le bourrin qui éclate les gars en un coup de genou et qui finalement, en fait, a une colère énorme en lui. C'est ce qui le drive, en fait, pour gagner, on va dire, jusque-là. Et que la seule personne qui pouvait effectivement éventuellement se mettre en travers son chemin, c'est son frangin. Mais bon, c'est vrai que c'est déséquilibré. Moi, à mon sens, pour boucler en fait un peu la boucle, ce qui est intéressant dans le film, c'est cette manière de présenter l'univers du MMA, même si je pense que cet univers-là mérite mieux au cinéma, on va dire. Mais au moins, il a ce mérite en fait d'avoir cette toile de fond, un Tarantino original à l'époque où le film est sorti. Encore un petit peu aujourd'hui, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de film qui a pris le relais, en tout cas de grands chefs-d'œuvre comme Rocky peut l'être. En fait, parce que Rocky, c'est pas vraiment un film sur la boxe non plus, c'est ça le truc, à la fin. C'est une métaphore, on va dire, de la vie. Là, c'est pas le cas. Mais par contre, il y a au moins le mérite en fait, de présenter le MMA en fait, au-delà de l'image que le sport peut avoir. Que le sport peut avoir. Là, on a fini sur le film, mais je voulais un petit peu revenir sur 2-3 petites anecdotes sur l'UFC. Ouais. Donc l'UFC, c'est l'organisation principale, c'est un peu la Ligue des champions du MMA. C'est un peu l'UFC qui a lancé aussi le MMA. Et l'UFC, Ultimate Fighting Championship. C'est ça, et il y a maintenant 30 ans de ça, en 91, quand il y a eu le premier UFC, le MMA n'existait pas. C'était un... Comment on appelle ça ? MMA pour Mixed Martial Arts, il faut le préciser. Mixed Martial Arts, oui, voilà, tout à fait. Mixed Martial Arts, c'est le sport, l'UFC, c'est une fédération. C'est la compétition, il y en a d'autres qui existent, etc. Et en fait, le principe de l'UFC, c'était simplement... c'était tous les coups sont permis, c'était Bloodsport. C'est-à-dire, on prenait un judoka, on le mettait face à un capoeiriste, démerdez-vous. On ne faisait pas attention au poids et à la taille, etc. Et est-ce que tu sais pourquoi l'octogone est l'octogone ? Non, tu vas me le dire. En fait, le directeur artistique qui s'appelle Jason Cusson, qui dans les années 80 devait designer une arène de combat pour l'UFC, s'est dit tiens, il y a un petit film de Chuck Norris que j'aime bien, qui s'appelle La Fureur du Juste, The Octagon, The Octagon en anglais. Et du coup, il s'est dit moi quand je pense combat libre, je pense Chuck. Je pense Chuck Norris. Voilà. Ouais. Donc ça c'est une anecdote qui a un peu été contredite par un de ses collaborateurs qui lui avait expliqué que c'était surtout pour pas donner d'avantage aux combattants selon les disciplines et pour aussi avoir de meilleurs angles de caméra pour vendre le sport. Et parce que oui, ça il faut le préciser quand même, c'est un sport en fait qui arrive à une époque médiatique, ce qui n'était pas forcément le cas de la boxe ou ce genre de choses. Donc en fait le sport n'a pas été pensé de cette manière-là, alors que là pour le coup c'est pour ça que ça a été d'abord vendu comme un spectacle avant de devenir un sport. Et le vrai truc, c'est que dans l'absolu justement, c'est là où le film est un peu, je trouve c'est un peu dommage, c'est qu'il a pas cet attribut-là, c'est-à-dire de se dire putain mais je peux faire quelque chose d'hyper comment t'appelles ça, cinématographique avec ce sport-là quoi. C'est ça. D'ailleurs, sais-tu, deuxième question. Allez, je te fais un trivial poursuite. Pourquoi est-ce qu'on a choisi une cage et pas des cordes ? Parce que c'est putain de sauvage. Non. T'étais pas loin de la réponse, mais en fait, c'est simplement que John Milius, qui était un élève qui faisait du jiu-jitsu brésilien avec le directeur marketing de l'UFC, qui s'appelle Art Davie,
il a été consulté donc par Art Davy pour lui demander son avis. Tiens, voilà, on est en train de préparer une fédération de sport-spectacle. On aimerait avoir ton avis sur l'arène. Et en fait, lui, il a dit, mettez une cage, c'est beaucoup plus brutal. Ouais. Voilà. Et il a été crédité comme directeur artistique derrière. Quoi, D'accord. voilà. Ouais, j'étais pas loin, quoi. Ouais, t'étais pas loin. En fait, t'étais un trivia de 2 questions, quoi. Oui, ça c'était 2 petites questions comme Ok. ça. Non, mais en plus, c'est lié au cinéma, donc C'est ça. c'est intéressant. C'est quoi. ce qui est intéressant, voilà, c'est que l'UFC s'est beaucoup inspiré du cinéma pour créer, bâtir aussi voilà. sa légende et son spectacle. Quoi. Ça marche. Bah, merci Alain. Merci à toi. Merci à nos auditeurs. Alors, le film est disponible en Blu-ray chez Metropolitan. C'était sorti, c'est une de nos sorties dans Stéroïdes, the podcast le plus récente, en fait, mine de rien. On parle peu du cinéma. Bon, c'est pas un film d'action, mais du cinéma d'action de ces dernières années. Donc, profitons-en. Là. Vous pouvez vraiment découvrir le film si vous voulez le voir. Ça existe en Blu-ray. Merci à nos auditeurs. Donc, merci à nos tipeurs, à ceux qui nous. Qui ont déjà donné, et si vous voulez donner, c'est sur tipeee.com, le mot-clé son Capture Mag. J'allais dire il faut que je remercie Alain, mais j'ai déjà remercié Alain, donc c'est formidable. En fait, il a choisi d'apparaître dans l'épisode, il m'a dit pour être sûr que tu vas être remercié. Quoi. Si vous voulez nous écouter, c'est les agrégateurs de podcast habituels. C'est-à-dire que en fait, nous on a migré sur Acast, donc si vous cherchez nos podcasts en premier lieu, c'est vraiment là qu'il faut aller, parce que c'est là où vous pouvez télécharger le MP3 si vous voulez le prendre directement pour le mettre sur votre téléphone par exemple, ou vous l'écoutez sur votre ordinateur. Mais on est aussi sur SoundCloud, Deezer, etc. Tout ça, c'est des applications qui existent si vous voulez écouter sur votre téléphone. Et puis moi je vous dis un grand merci à tous, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.